Intertexte, Christelle Murula. un podcast animé par Arthur Segar. Comme à chaque épisode, on va parler de 7 textes ensemble. Le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et une carte blanche. Voilà. Et avant ça, il y a un petit rituel qui est que tu as devant toi un petit jeu de cartes. Sur chacune de ces cartes, il y a une petite phrase, une petite citation. Et donc, si tu veux, tu peux mélanger, tu peux en tirer une et tu peux voir si ça t'inspire quelque chose. Voilà, si tu es d'accord avec cette phrase, si tu n'es pas d'accord, si ce que ça t'inspire. Ok. Ça commence fort déjà. Alors, je mélange. Et là, je tire la carte. Alors, l'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Sa tête sillonne la galaxie de l'absurde. Ok, de René Char, Fureur et Mystère. L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. En fait, c'est le bac de philo. Exactement. Non, mais généralement, quand je tombe sur des phrases comme ça, il me faut une dizaine voire une vingtaine de minutes pour réfléchir. Parce que j'ai un cerveau qui, je pense, n'arrête pas de réfléchir, qui réfléchit tout le temps. C'est un truc que je gère avec ma psy d'ailleurs. Mais j'arrête pas de réfléchir. Et en fait, l'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Je sais pas. Est-ce que tu as l'impression que la vie, elle a plus d'imagination que nous ? En soi, oui et non, parce que en fait, on vivrait pas dans ce monde-là si la vie avait plus d'imagination que nous. Mais en même temps, j'ai l'impression que aujourd'hui, en tout cas, ou peut-être dans ma génération, on imagine beaucoup moins. On est un peu moins enthousiaste en fait, par rapport à. Enfin, ça va faire très discours d'école de commerce, / philo, mais j'ai l'impression qu'on est un peu moins enthousiaste face à tout ce qu'on pourrait faire en fait, face à tout ce qu'on pourrait faire, face à tout ce qu'on pourrait changer. Aussi, surtout, j'ai l'impression qu'on dort, ouais. J'ai l'impression qu'on dort, donc je saurais pas répondre à cette question-là. J'ai pas d'avis tranché. Moi, j'ai pas d'avis tranché en fait. Et alors que je pense qu'on est capable de faire plein de choses, alors que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais que il y a une espèce de désenchantement. Et c'est peut-être que moi qui déprime dans mon coin, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de désenchantement et que je sais pas s'il y aura plus de progrès que ça, en fait. Autant progrès technologique que politique, alors là on en est très loin je pense, que philosophique, scientifique, je pense qu'il y aura toujours du progrès, mais sinon je vois pas en fait. C'était très, très alambiqué comme réflexion. Ouais, non, mais... et du coup, tu penses que ça c'est à cause d'un manque d'imagination ? Il faudrait qu'on imagine peut-être d'autres choses, d'autres façons d'être ensemble, de faire monde, de faire société ? Ouais, mais après, de quelle manière ? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée, mais je pense qu'on peut faire mieux, en fait, que ça. Je pense qu'on peut imaginer une autre société, et de toute manière, je pense qu'il y a plein de petites collectivités, de petites tribus, enfin, je sais pas, hyper reculées, qui elles, font société d'une autre manière que la nôtre, et qui vivent très bien. Mais de là à ce que ça puisse conquérir tout le monde, je sais pas, parce que je pense aussi que... Enfin là, j'ai vraiment mon point de vue de française, bien occidentale et tout ce que tu veux. Mais je pense qu'on est très autosuffisant aussi et que c'est ça qui nous retient d'imaginer, enfin, et d'aller encore plus loin. Ouais, et d'imaginer beaucoup plus de choses, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être au bac, je sais pas. Waouh, j'ai l'impression d'inventer un monde là. Non, mais très bien, non, mais c'est super intéressant. Voilà, on va essayer d'imaginer des choses ensemble. On peut commencer si tu veux. Allons-y. C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors, je pense que pour chaque texte, j'ai dû réfléchir pendant environ 150 heures par texte pour choisir. Et c'est que la première question, mais c'est déjà hyper difficile. Mais je pense que j'hésite entre 2 textes, mais je sais pas si je peux donner 2 textes. Le premier, il s'appelle « Dis mamie, ça fait mal de vieillir ». Et en fait, il a été publié dans une revue qui s'appelle « Women Who Do Stuff ».
donc qui est une revue féministe fabriquée par 4 ou 5 personnes, par un collectif. Et elles font des appels à contribution tous les 6 mois pour créer leur revue par thème. Et le thème de cette revue-là, c'était le corps. Et le texte « Dis-moi mamie, ça fait mal de vieillir ». Est-ce que ça fait mal de vieillir ? Pardon, il a été écrit par une amie en plus, qui s'appelle Clara. Et en fait, dans ce texte-là, elle met en relief, elle, sa peur de vieillir, au moment où justement elle travaillait dans un EHPAD, donc au contact de plein de personnes âgées forcément. Et en fait, dans ce texte-là, elle crée une discussion avec des personnes de cet EHPAD, avec sa mère, mais aussi avec sa grand-mère, en fait. Et je l'ai trouvée incroyable parce que elle met vraiment sur la table toutes ses craintes par rapport à la vieillesse, des choses que je pense que quand on est dans un petit milieu très engagé, très féministe comme le nôtre, enfin le sien et comme le mien, on a peur de dire ces choses-là parce que ça fait peur de vieillir en fait, il faut le dire, ça fait peur de vieillir. Mais là, elle assume que pour elle, ça lui fait peur, qu'il y a plein de choses qui lui font peur, sachant qu'elle est confrontée à ça tous les jours. À l'EHPAD, elle est confrontée, elle discute avec une résidente. Elle s'occupe de cette résidente-là et cette résidente, elle lui explique vraiment ce que ça a pu faire sur son corps, mais sauf qu'elle dit j'accepte ma vieillesse en fait. J'accepte ma vieillesse, mais dedans, Clara, en fait, elle est très honnête et elle dit ok, cette femme-là, elle accepte sa vieillesse, mais moi j'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Elle le dit en plus de son point de vue de femme blanche qui est valide. Qui est normée, qui a fait de la gym pendant des années. En fait, elle a tout pour elle. Enfin, elle a tout pour elle. Enfin, elle a le corps le plus normé possible, même si forcément, on sait très bien que le corps parfait n'existe pas, etc. Mais elle a le corps le plus normé possible, et même avec ça, elle se dit j'ai peur en fait de ce que ça peut faire mentalement. Parce que, je vais rentrer dans une généralité en mode on vit dans une société, mais le fait est qu'on vit dans une société qui n'aime pas voir le corps des femmes vieillir, qui n'aime pas voir des femmes vieilles en fait. On en voit très très peu. Et mine de rien, même si quand on s'installe dans un chemin de déconstruction féministe, dans un chemin de déconstruction des normes de corps, etc., il y a des choses qui ne nous quittent pas, je pense. Il y a des choses qui ne nous quittent vraiment pas. Et je pense que la vieillesse en fait partie, sachant que, moi j'ai 26 ans par exemple, elle aussi elle a 26 ans, et on y pense déjà quand même à ça. Et en fait ce texte il est hyper émouvant, notamment quand elle discute avec sa grand-mère et sa mère. Elle le dit dedans, sa grand-mère elle a pas ce qu'on considère comme étant la vieillesse heureuse. Il y a plein de choses qui arrivent aux femmes vieilles. Et en fait, en discuter de manière très honnête avec quelqu'un qui est en train de vivre ces bousculements, en discuter aussi avec sa mère, donc qui est quelqu'un qui est sur le point de vivre ces bousculements, en fait, ça te met dans une posture où t'es forcé de réfléchir. T'es forcé de réfléchir à ça alors qu'on a encore tout le temps possible devant nous. Et moi, ça m'a fait réfléchir en fait aussi. Parce que je suis là en mode... tu vois, j'ai mes petits soucis de corps comme je pense à peu près tout le monde, mes petits complexes, etc. Mais je me dis aussi... En fait, j'ai un peu eu la larme à l'œil en lisant son texte parce que je me suis dit, mais là déjà aujourd'hui, j'en suis à un point où mon rapport à mon corps, il est assez chaud déjà. Mais ce sera quoi plus tard en fait ? Et ça m'a fait vachement réfléchir à ça. Sachant que c'est un texte qui est très très littéraire parce que Clara elle écrit très bien, voilà, je profite pour le dire. Mais non, mais en fait j'ai trouvé magnifique parce qu'il est honnête et moi en fait tout ce qui touche à la discussion entre plusieurs générations de personnes d'une même famille en plus de ça, moi déjà ça me touche de manière inconditionnelle. En fait il est juste génial en fait et je pense que tout le monde devrait le lire, chaque femme en tout cas devrait lire parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on est censé devoir vieillir super bien, etc. Mais aussi parce qu'on n'est pas censé dire ça. En tout cas, quand on a une pensée féministe et une démarche féministe, on n'est pas censé dire que la vieillesse nous fait peur parce qu'on devrait ne pas avoir peur de ça parce qu'on a déconstruit justement cette idée-là. Parce qu'on devrait l'accepter, parce que en fait c'est naturel de vieillir juste, mais en fait on nous a tellement inculqué que c'était pas normal de vieillir mal, qu'il fallait absolument bien vieillir, qu'il fallait rester sportive, qu'il fallait rester mince,
qu'il fallait ne pas avoir de rides, ne pas avoir de cheveux blancs, ne pas avoir de poils qui dépassent. La ménopause, elle n'existe pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qu'il y a des fuites urinaires, enfin plein de trucs. Voilà, on sait pas plein de trucs. Et là, en fait, ça le dit. Ça le dit et elle le dit même si voilà, je suis féministe, même si je suis pas censée avoir peur de ça, j'ai peur de ça en fait. Et j'arrive pas à m'en détacher. Et je trouve ça génial comme démarche. Je trouve ça hyper touchant. Et hyper beau aussi. Et il y avait un autre texte. Alors le second texte qui m'a le plus touchée ces derniers mois, il vient encore d'une revue. Il s'appelle Cuisine et dépendance. Il a été publié dans la revue La Déferlante, le numéro 2, qui avait pour thème manger. Et il a été écrit par la poétesse Kiemis. C'est une Française qui écrit de la poésie, qui se définit aussi comme militante afroféministe. Et en fait, dans ce texte-là, déjà c'est un texte à la première personne, donc forcément, c'est ce que j'adore. Et ça parle encore de transmission, donc forcément, c'est ce que j'adore. Et en gros, dedans, en fait, elle pose le décor dans un appartement à Bobigny durant un deuil, en fait. Et le décor, c'est quoi ? C'est qu'il y a plein d'hommes qui sont dans le salon et qui discutent, ils parlent de politique, etc. Et dans la cuisine, il y a toutes les femmes, mais au-delà de faire la cuisine, on pourrait vraiment penser que c'est très, très patriarcal, etc. Mais il se passe quelque chose dans la cuisine, elles ne font pas que cuisiner. En fait, elles discutent entre elles et elles parlent de leur vie, en fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des femmes africaines, en grande majorité des femmes africaines, qui discutent. Et en fait, il se passe quelque chose parce que c'est pas quelque chose que je vais lire partout. C'est pas du tout quelque chose même que je vais lire partout, sachant que moi, ces scènes-là, j'en ai été témoin des milliers de fois, vraiment des milliers de fois, et c'est vachement touchant de voir ça écrit dans ce qui est censé être le plus légitime possible, dans une revue qui est publiée et qui a été légitimée comme étant quelque chose de culturellement légitime. Et j'arrête pas de dire légitime. mais en fait, c'est ça le truc, c'est que déjà, rien que voir que mon histoire, en fait, elle existe ailleurs. Je sais qu'elle existe ailleurs, mais de l'avoir écrite noir sur blanc quelque part et de voir qu'elle existe ailleurs, ça me fait du bien. De voir que je peux la lire aussi et que c'est pas juste une complainte que je ferai avec mes cousines ou alors avec des personnes avec qui j'ai grandi. Je sais pas, ça me fait du bien, mais il y a une histoire de communauté aussi qui se crée parce que c'est pas dans la littérature que je vais voir ça, en fait. Et surtout, au-delà de la scène en elle-même, il y a un truc qui se passe dans ce texte, c'est qu'on voit que ça va bien, j'ai déjà dit, mais que ça va bien au-delà de les hommes dans le salon qui parlent de politique et les femmes dans la cuisine qui font à bouffer. C'est aussi les femmes dans la cuisine qui font à bouffer, mais qui se transmettent des choses, qui discutent, qui vivent en fait, qui prennent leur temps pour elles, qui prennent leur temps pour elles, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ces deux textes sur des conversations intergénérationnelles ? Tu disais que ça te touchait particulièrement, et donc pourquoi ? Parce que... Non, mais moi, j'ai pas forcément grandi en étant très famille, mais là maintenant, je grandis en étant très famille. En fait, je trouve ça hyper important de pouvoir transmettre quelque chose et de pouvoir tirer quelque chose de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents et de n'importe quoi, parce que c'est beaucoup trop important. Et j'ai envie que l'histoire de mes grands-parents, elle soit écrite, elle soit transmise. J'ai envie que l'histoire de mes parents, elle soit écrite et elle soit transmise. Je veux pas qu'elle meure avec eux. C'est très, très triste, mais je veux pas que leur histoire meure avec eux. Et je pense qu'il faut toujours garder ça quelque part. Qu'il faut toujours transmettre ça quelque part, sachant que nous, on est minoritaire en fait. On est noir, on est d'origine congolaise. Il n'y en a pas des milliards en France, tu vois. Il n'y en a pas des milliards. Moi, en plus, je pense que je compte rester en France toute ma vie. Mais si j'ai des enfants un jour, j'aimerais bien qu'ils sachent d'où je viens, qu'ils sachent d'où leurs ancêtres viennent aussi. Et c'est pour ça que moi, ça me touche à chaque fois ces textes-là, parce que je trouve ça hyper émouvant de donner de la place justement à la famille et même à la famille qu'on n'a pas forcément connue, parce qu'en plus de ça, je pense que ce que nos ancêtres ont vécu se répercute aussi sur nous, même si on ne les a pas du tout côtoyés. Je pense qu'il y a des choses qui se transmettent, mais même de manière complètement
putain, c'est quoi le Bah, mot ? consciente, enfin Voilà. pas dont on se... Voilà. Ouais. Même de manière pas du tout consciente, en fait. Je suis vraiment en pleine réflexion par rapport à ça et je pense que y a plein de choses qui m'ont construite et qui font que j'ai une personnalité pareille ou qui font que j'ai des problèmes internes pareils, qui sont hérités justement de l'histoire de mes parents ou de mes grands-parents sans forcément que je m'en rende compte, en fait. Et je trouve qu'il est hyper important de décortiquer ça, de voir si c'est le cas ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que c'est pas le cas, mais de comment est-ce que nos ancêtres ils ont pu nous influencer, même si on les a pas connus. Ouais. Et je pense que la transmission, je sais pas, je trouve ça hyper important, la transmission. Plus je grandis, plus je trouve ça hyper important, alors que il y a 2 ans, voire même il y a 1 an, je t'aurais dit j'en ai rien à foutre, pardon. Je t'aurais dit j'en ai rien à faire, alors que maintenant, je trouve ça beaucoup trop important. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui est lié aussi à l'âge adulte. Enfin, moi aussi, vu qu'on a le même âge, je me pose un peu les mêmes questions, alors que peut-être que, pareil, il y a 2 ans, peut-être ça m'aurait pas intéressé du tout. Enfin, c'est peut-être quelque chose de se dire, on arrive à un point dans la vie où, peut-être on voit les parents vieillir, les grands-parents s'en aller, et on se pose plus de questions. Bah, c'est ça, c'est que moi, je me rends vraiment compte que personne n'est éternel. Et je sais que là, j'ai plus que 2 grands-parents. Je sais qu'ils partiront un jour, mais j'aimerais vraiment tirer au maximum de ce qu'ils ont pu vivre, en fait. J'aimerais vraiment savoir d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que moi je viens. Et il y a aussi, et ça je pense que j'en parlerai tout à l'heure, mais le fait que je me sois enfin penchée sur l'histoire de mon pays d'origine, donc le pays dans lequel mes parents sont nés, donc la République démocratique du Congo, et dans lequel mes grands-parents sont nés, en fait. Et mes parents, avant de venir en France, ils avaient une histoire, ils avaient une autre culture, et qui m'ont transmise d'ailleurs, parce que moi je considère que j'ai une double culture aujourd'hui, mais je m'étais jamais penchée sur l'histoire de ce pays-là, et je pense aussi que l'histoire de ce pays-là a complètement changé leur vie et les a façonnés, tous. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un texte, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, je spoil pas. Bon du coup on enchaîne. C'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour ? Le texte pour moi qui parle le mieux d'amour, c'est All About Love de Bell Hooks. Donc Bell Hooks, c'était, puisqu'elle est décédée il y a quelques semaines, c'était une universitaire américaine, universitaire, autrice, critique aussi. Et All About Love, il est sorti en 99 ou 2000, donc ça fait à la fois pas longtemps, mais à la fois très longtemps. Et juste, je pense sincèrement que si tout le monde lisait ce livre, on serait tous tellement plus apaisés et tellement plus sereins dans la vie, mais genre vraiment tous. Voilà, sans exception. En fait, donc ce texte-là, il parle d'amour avec une vision très politique. Elle décortique ce que c'est l'amour, mais que ce soit l'amour entre les femmes et les hommes, l'amour, le rapport qu'on a à soi, à la famille notamment, comment est-ce qu'on considère les enfants aussi dans cette société. C'est vraiment plein de pans de l'amour et c'est très philo, mais à la fois très politique en fait. Et juste, il y avait une phrase, il n'a jamais été traduit en anglais, donc en français pardon, mais il y a une phrase que je vais traduire très approximativement, mais qui dit que en fait on peut pas attendre de quelqu'un qu'il nous aime, attendre plein de choses d'une personne, qu'elle nous aime d'une manière et pas d'une autre, sans que nous-mêmes on s'aime de cette manière-là. Ça peut paraître complètement basique en fait comme phrase et comme réflexion, mais ça l'est pas, parce que je suis pas sûre que plein de personnes y pensent en fait. Et ça va vraiment au-delà du développement personnel, en mode aimez-vous vous-même avant de vous mettre en couple, j'en sais rien. Non, c'est vraiment en fait on nous apprend tellement pas à s'aimer soi-même dans cette société, et encore plus quand on est une personne qui est minorisée, que comment est-ce qu'on pourrait attendre que quelqu'un d'autre nous aime, sachant que j'ai vraiment l'impression que trouver l'amour et tout ce que tu veux, c'est le but ultime d'une vie. Ce qui en soi n'est pas condamnable ou quoi. Moi j'ai un rapport très compliqué avec l'amour aussi, donc c'est pour ça. Mais non, mais en fait, juste, il y a un truc qui m'a touchée dedans. C'était tellement évident.
La lecture est tellement évidente dedans, juste, c'est pas un manuel pour apprendre à aimer, c'est pas forcément non plus un manuel pour s'apprendre à s'aimer, à s'aimer. C'est une réflexion qui dit que, en fait, si nous, pas si on adaptait nos comportements, mais si on essayait de changer nos comportements, pas du tout en mode injonction, mais non, mais si on réfléchissait, juste si on prenait le temps de se poser et de réfléchir à nous notre place dans le monde, déjà pour commencer, à nous notre place par rapport aux gens, à comment est-ce qu'on a grandi, à comment est-ce qu'on considère avoir été traité depuis notre enfance, dans tous les domaines possibles. Déjà, on irait mieux. Enfin, ça fait très Miss France, hein, comme discours. Mais en fait, je me dis que c'est pas un livre que tu prends, que tu lis une fois et ensuite c'est terminé. C'est vraiment c'est une œuvre en fait. C'est une œuvre que tu lis et relis et suranalyses. Moi, dans mon exemplaire, il y a des... Il y a de l'écriture partout, il y a du surlignage partout. Parce que je pense que pour chaque situation que j'ai pu vivre, que ce soit dans ma vie amoureuse ou dans mon rapport avec ma famille ou avec mes amis, dans mon rapport avec moi-même, il y a toujours un truc en fait dedans qui me fait dire que ça n'ira pas forcément mieux, mais que je peux le surmonter en fait parce que je mérite mieux. Et encore une fois, c'est vraiment pas un livre de développement personnel. Comme je le vends, ça peut paraître être un livre de développement personnel, mais c'est vraiment pas le cas. Et je pense que c'est l'un des rares livres que je pourrais lire genre tout le temps. J'ai déjà lu 3 fois là. mais je pense que ce sera... Enfin, je l'ai lu 3 fois, mais je pense que ce sera pas tout. Enfin, je pense que je vais le lire encore plus. Je pense que je le ferai lire à mes enfants si j'en ai. Je le ferai lire à tout le monde en fait. Je pense que tout le monde devrait le lire ce livre. Tout le monde, parce que juste ça permet d'avoir un rapport tellement apaisé avec tout ça, avec l'amour, avec le couple. Genre, si tu trouves pas, c'est pas grave. Si tu trouves, tant mieux, mais fais attention quand même à ce que t'aies pas trouvé juste pour trouver quelqu'un, mais que vraiment t'es respecté, que tu te respectes toi aussi dedans. Et en fait, ça a été écrit en 99 ou 2000 et ça fait plus de 20 ans. Et c'est tellement actuel. Aujourd'hui, là, il y a une vague de podcasts, de livres sur l'amour, etc. Mais sans vouloir jeter la pierre ou sans vouloir critiquer qui que ce soit, franchement, tout était déjà dit dans All About Love. Tout était déjà dit. Mais non, en fait, ça m'émeut de parler de ce livre, mais parce que je pense sincèrement qu'il change des vies, en fait. Et je l'ai déjà offert à 2 personnes qui m'ont dit que, effectivement, on sort pas indemne de cette lecture. On sort pas indemne de cette lecture. Et de toute manière, Bellux, n'importe quel livre de Bellux, je les ai pas tous lus, loin de là, mais j'ai eu le même effet pour... pas exactement le même, mais j'ai eu cet effet-là pour d'autres de ces lectures. Mais vraiment... All About Love, c'est un truc qui te prend... ça te prend la gorge, quoi. Si j'ai bien compris, l'idée, c'est que de toute façon, on est situé dans la société, on est situé politiquement, et toute relation d'amour, que ce soit romantique, familiale, l'amour pour ses amis, c'est aussi une structure politique. Exactement, c'est une structure politique et une structure sociale. Il n'y a pas que... Jean-Pierre aime Catherine, tu vois, ou Émilie aime Marine. Enfin, ça va au-delà de ça. En fait, on est tous situés politiquement et on est tous situés socialement, surtout. On est tous Putain, j'ai l'impression d'être en cours de sociaux. Après le bac philo, cours de sociaux. Après le bac philo, le cours de sociaux. Mais on est tous des êtres sociaux, en fait. Je suis pas juste Christelle, 26 ans, qui est une fille. Je suis Christelle, 26 ans, qui est une femme noire, hétéro, donc plus privilégiée que certaines personnes, mais femme noire, 26 ans, vit en banlieue parisienne, foncée de peau. Enfin, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de caractéristiques qui me définissent et qui font que, pour moi, par exemple, trouver l'amour, ce sera beaucoup plus difficile que pour d'autres, mais ça peut être aussi beaucoup plus facile que pour d'autres. Mais je pense, honnêtement, surtout beaucoup plus difficile que pour d'autres, en fait. Et ça, dans All About Love, c'est pas dit explicitement comme moi je le dis de manière très grossière, mais
mais tu le sens en fait, et tu vois que déjà il n'y a pas de problème à pas trouver l'amour romantique comme on nous vend et le survend comme ça devrait être, mais que surtout quand tu apprends à t'aimer toi comme tu aimerais que quelqu'un t'aime en fait, et quand tu apprends à vivre avec toi aussi surtout, accepter tes défauts et machin. J'ai l'impression d'être une coach. Mais non, en fait, c'est vraiment c'est apaisant. Enfin, ça te bouscule, ça te chamboule. Et peut-être que certaines personnes vont prendre conscience que quand elles étaient enfants, il y a des choses qui n'allaient pas dans la manière avec laquelle on leur a montré l'amour, dans la manière avec laquelle on les a élevées. Peut-être qu'elles ont eu l'impression d'être la propriété de leurs parents ou de leurs frères ou sœurs, je sais pas. Et qu'aujourd'hui, elles ont du mal à s'en dépatouiller, enfin en tout cas de ça, et que ça se répercute sur leur relation avec n'importe qui d'autre. Mais au moins, cette lecture, elle est là pour leur dire que, ok, il y a ça a pu être grave, mais en fait, il y a toujours une issue à ça. Ouais, il y a toujours une issue à ça. Et vraiment, j'ai l'impression qu'elle nous prend la main dedans et qu'elle nous dit, bon bah, on se pose et on réfléchit ensemble, et en fait, ça ira, quoi. Ouais, parce que c'est quand même une question difficile. Ça me rappelle un peu ce que tu disais juste avant sur le vieillissement. Et même quand on est féministe, peut-être qu'on a quand même cette peur du vieillissement qui est tellement incorporée qu'elle existe, même si on a lu je sais pas combien de textes sur le vieillissement, sur déconstruire tout ça. Est-ce que tu penses que pour l'amour c'est pareil et qu'on peut... Est-ce qu'on peut, même en lisant 1 milliard de textes queer, féministes, etc., se désincorporer de certaines choses qu'on a apprises si la société nous a appris pendant une vingtaine d'années à se vivre comme la propriété d'eux ou à se vivre comme étant objectifié, etc., est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça, tu penses ? Vous avez 4 heures. Franchement, moi je pense qu'il y a des personnes qui réussissent. Mais je pense que j'ai du mal à voir les personnes les moins privilégiées dans cette société réussir à s'en sortir. En fait, tous ces textes-là, ils nous aident profondément, vraiment, à réfléchir. Et même, ça se trouve, il y a des gens qui ont réfléchi déjà à ça avant, mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion ou le privilège de pouvoir le poser dans un texte. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent à s'en défaire, mais il faut poser la question de qui, en fait. Ouais. Qui arrive à s'en défaire, et je doute vraiment que, je sais pas, une femme qui s'appelle Awa, qui a 43 ans, qui a déjà 3 enfants, qui est mère célibataire, qui est noire et qui vit, je sais pas, à Aubervilliers. Je pense qu'elle a autre chose à faire que de penser à se dépatouiller de tout ça, en fait. Même si elle le souhaite profondément, il y a tellement de choses à gérer, alors qu'une femme beaucoup plus privilégiée, qui est valide, qui est hétérosexuelle, qui vient d'un milieu bourgeois, qui a tout pour elle, entre guillemets, ce serait un peu plus simple, je pense. Même, et encore, je pense que, en fait, c'est bien de se défaire de toutes ces normes-là, et j'encourage à ce qu'on se dépasse toutes de ces normes-là. Mais je sais très bien que ce sera jamais possible de le faire entièrement. Et ce sera jamais possible pour tout le monde, surtout de le faire entièrement, même ne serait-ce que de le faire un tout petit peu. Parce que certes, on est toutes des femmes, mais on n'est pas du tout toutes égalitaires, en fait. Il y a des rapports de force, il y a des rapports sociaux entre femmes, et les gens ont souvent tendance à l'oublier. Et les gens ont souvent tendance à l'oublier. Ouais, non, franchement, je pense qu'on est vraiment dans une période où on est toutes en pleine réflexion, il y a plein de choses qui se bousculent, et c'est génial, vraiment, c'est génial. Mais moi, à titre personnel, j'ai pas du tout l'impression d'être la cible de plein de trucs, en fait. Plein de trucs qui sont encensés par les médias, par tout ce qui est sphère très engagée, très féministe, etc. Je suis pas du tout la cible de ces trucs-là, parce que en fait, je veux bien me défaire des normes et tout ce que tu veux. Et en vrai, là, on parle d'amour du coup, mais moi, je suis célibataire depuis que je suis née, tu vois. Donc, en soi, c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, mais les gens, ils tiquent un peu. C'est pas le truc le plus révolutionnaire, mais c'est pas non plus le truc le plus courant.
Et malgré ça, s'il y a des œuvres qui parlent de célibat, s'il y a des textes dans la presse qui parlent de célibat choisi, etc., tout ce que tu veux, je me sens pas non plus la cible. Parce que, en fait, on est tellement pas... on n'a pas toute la même vie. Pas du tout. Moi, par exemple, quand je vois certaines de mes amies qui sont journalistes comme moi, qui ont à peu près le même âge, qui lisent à peu près les mêmes trucs, qui regardent les mêmes trucs, je vois le fossé. Je vois quand même qu'il y a un fossé qui est entre nous parce qu'on n'a pas du tout grandi de la même manière, parce qu'on vient pas du tout du même milieu, parce que plein de trucs en fait, parce qu'on n'a pas la même culture, parce que pour plein de trucs, je me dis que ouais, on peut pas toutes se permettre de se défaire des normes déjà. Se permettre, c'est déjà quelque chose d'énorme. Se permettre de se défaire des normes, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais oui, on peut pas toutes se le permettre et on peut pas toutes le faire. Et en soi, il faut aussi accepter qu'il y en a plein qui n'en ont absolument pas envie. Mais je suis personne pour leur dire vous êtes des traîtres ou vous êtes des sales meufs quoi. Je suis personne pour le dire, je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Un texte qui provoque la réflexion. Alors, c'est un discours dont j'ai vraiment pris connaissance il y a pas longtemps. C'est le discours de Patrice Lumumba, qui était un leader indépendantiste en République démocratique du Congo. Ce discours, il date je crois de juin 1960 et en fait Patrice Lumumba c'était l'ancien premier ministre du Congo qui a été élu juste après l'indépendance et le jour de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui donc était une ancienne colonie belge, il a fait un discours qui a piqué pas mal de gens. En gros, c'était vraiment... l'idée de ce discours-là, c'était de dire, on est indépendant, c'est super, merci la Belgique. Mais derrière, en fait, on était vos laquais, quoi. Et tout ça, c'est fini. Le colonialisme, c'est vraiment terminé de chez terminé. J'étais tombée sur la vidéo, je crois qu'elle est dans les archives de l'INA. En fait, on sent dans l'Assemblée qui est très content d'entendre un discours pareil et qui n'est pas du tout content. Donc, il y a une ambiance assez bizarre que tu ressens. Ce qu'il faut savoir, c'est que après ça, il est devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo, mais il est resté en poste beaucoup moins de 6 mois, parce qu'il s'est fait assassiner, tout simplement, et parce qu'en fait, très rapidement, il y a une espèce de néocolonialisme qui est revenu, alors que lui, il voulait vraiment bannir tout ça. Et pourquoi est-ce que moi ça m'a fait réfléchir? Parce que, ça je l'ai dit tout à l'heure je crois, mais c'est le pays où sont nés mes parents. Donc en soi, même si je suis née en France, je suis quand même originaire de République démocratique du Congo en fait. Et j'ai cette double culture-là, française et congolaise, mais pendant très 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 longtemps, je voulais pas forcément voir ce qui avait pu se passer avant. Je voulais pas regarder l'histoire en face. Donc j'étais très au clair avec le soft power congolais, la rumba congolaise et tout ça, tout ce qui est cool, la sapologie, la mode, tout ça. Mais regarder l'histoire, en fait, c'était un truc... Je crois que j'étais vraiment pas prête. J'ai décidé de franchir le pas et de me pencher là-dessus sur l'histoire de ce pays il y a à peine quelques mois. Parce qu'on est encore dans un truc de transmission, etc. Tu vois. Et j'étais tombée sur ce discours et je me suis dit, donc ça c'était en juin 1960, mais en fait il serait encore valable aujourd'hui ce discours-là. Et tout ce qui est arrivé après ça, tout ce que ce discours a déclenché est incroyable. Et en fait, je vais dire ça fait réfléchir, mais non mais ça fait vraiment réfléchir parce que je sais que ça a eu des répercussions sur mes parents, je sais que ça a eu des répercussions sur mes grands-parents, parce que mes grands-parents, ils étaient adultes à cette époque-là. Mes grands-parents, mon grand-père par exemple, il a vécu la colonisation, il a vu ce que c'était. Tout ça, la décolonisation aussi, ce discours, le discours de Patrice Lumumba, il l'a vu en direct. Il a vu ce qui s'est passé après, donc ça l'a vraiment, ça l'a touché en fait, et ça a fait quelque chose en lui. Et c'est encore un truc de transmission, tu vois. C'est il y a pas longtemps seulement où avec mes sœurs, on lui a demandé comment est-ce que c'était à cette époque-là, là-bas, de vivre là-bas, et il nous l'a raconté, et ça fait quelque chose en fait de me dire que certes, je suis née en France, mais je viens aussi, j'ai aussi une autre histoire. Il y a l'histoire aussi de ce discours-là qui est liée à mon histoire en soi. Et c'est tellement politique, en fait,
Parce qu'il y a tout dedans, il y a le colonialisme, il y a le néocolonialisme, il y a l'aspect politique, il y a le racisme en fait, parce que enfin, tout simplement le colonialisme et le néocolonialisme, c'est aussi du racisme, il faut le dire. Mais je me dis quelle aurait été ma vie si j'étais née à cette époque-là là-bas, quelle aurait été ma vie si après être arrivée en Europe, mes parents auraient été retournés là-bas comme ils avaient prévu de le faire. J'ai vraiment un lien très direct avec ce pays, avec Patrice Lumumba forcément, qui quand même aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands leaders indépendantistes au monde, qui s'est fait assassiner en l'espace de quelques mois. Et ouais, en fait, c'est un truc qui me fait reconnecter, entre guillemets, avec ce pays-là, avec ce que je suis aussi, d'où je viens, d'où est-ce que mes ancêtres viennent, et on en revient encore à la transmission. Mais non, en fait, c'est le point de départ de plein de trucs, ce discours-là. Tant dans ma réflexion politique, de ma réflexion de moi à moi, de mes parents et leur rapport au pays aussi, de mes grands-parents et de leur rapport à ce pays-là aussi. Sachant que maintenant, ils sont tous en Europe, mes grands-parents. Et moi, encore une fois, ça fait que quelques mois que j'ai vraiment décidé de regarder l'histoire de ce pays. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps. Je sais que je refusais, je sais pas que je refusais, mais que j'avais un désintérêt complet parce que j'avais peur de ce que j'allais pouvoir y trouver. J'avais vraiment peur. T'avais peur de quoi? Je sais pas, en fait, j'avais peur de voir la souffrance, ouais. Et le gâchis aussi. Un énorme gâchis. Peur de voir aussi ce qu'aurait pu être ma vie si j'étais retournée là-bas. Peur aussi de voir que je suis... depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que je suis pas privilégiée, etc. Mais que je suis complètement privilégiée, en fait, par rapport à certaines personnes qui y vivent encore. Et que c'est bien beau de pouvoir jouir du soft power congolais, de se dire « Ah, c'est marrant, j'ai entendu du Lingala dans une chanson de Damso ». Enfin, tu vois, tout ça, c'est marrant, mais qu'est-ce qui se passe aussi derrière et d'où est-ce que mes parents viennent et d'où est-ce que mes grands-parents viennent et comment est-ce qu'ils ont vécu là-bas, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça et c'est quoi les conséquences de ce discours-là encore aujourd'hui, quoi. C'est quoi les conséquences sur le monde ? C'est quoi les conséquences que ça a pu avoir sur le mouvement de décolonisation en Afrique dans les années 60 ? Enfin, c'est quoi toutes les conséquences et surtout tout ça pourquoi ? Pour que Patrice Lumumba se fasse assassiner, je sais pas, 4-5 mois après, même pas. Pareil, je dis, ouais, Patrice Lumumba, c'est mon histoire, mais je peux pas forcément non plus dire que c'est mon histoire. C'est l'histoire de mes grands-parents, c'est l'histoire de mes parents. Mais est-ce que c'est la mienne ? Peut-être que c'est la tienne dans la mesure où ça a structuré, même si c'était bien avant que tu naisses, finalement ça a quand même structuré ta vie aujourd'hui, ce discours et ce qui s'en est suivi. C'est vrai que c'est une succession de choses et que s'il avait pas fait ce discours-là, ouais, peut-être que je serais pas là, je serais peut-être ailleurs, je serais peut-être là-bas, j'en sais rien. En gros, c'est ce discours-là. C'est quand j'ai regardé justement le film dédié à Patrice Lumumba que je me suis dit il faut que j'aille voir le discours en entier, que j'aille lire le discours en entier. Et c'est là que j'ai eu toute cette réflexion qui est tombée, même si je commençais déjà un peu à me réfléchir, à me dire ah bah si tel événement n'était pas arrivé là-bas, peut-être que je serais là-bas aujourd'hui, peut-être que j'aurais grandi là-bas. Enfin, tu vois, plein de trucs, plein de trucs. Et c'est aussi le déclenchement de j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce pays et sur l'histoire de ce pays-là. Pas forcément pour m'imprégner de ce qui a pu se passer là-bas, comme si j'avais pu vivre tout ce qui a pu se passer là-bas, mais juste de savoir d'où est-ce que je peux venir aussi. Enfin, en tout cas, d'où est-ce que certaines choses en moi peuvent venir. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit ? J'ai trop réfléchi pour celui-là. Au départ, je t'aurais dit All About Love de Bell Hooks, mais je pense que voilà, j'en ai parlé, reparlé. En fait, c'est une chanson qui s'appelle Supermodel de l'artiste SZA. Donc ça s'écrit S-Z-A. C'est ma chanson préférée, très, très clairement. C'est une chanson qui est sortie en 2017, ouais, et pareil, ça parle d'amour au sens large, mais pas forcément d'amour, mais juste du rapport qu'on peut avoir à l'amour, en fait. Donc SZA, c'est une chanteuse américaine. Elle est noire, je crois. Oui, elle est noire, SZA. Et elle a sorti son album CTRL en juin 2017. Supermodel, c'est la toute première chanson. Et elle raconte en fait sa rupture.
Ça peut paraître très needy, hein, cette chanson, mais en fait, je trouve qu'elle est... En fait, elle m'a touchée. Mais en gros, elle dit... elle raconte comment ça s'est passé, que de toute manière, cet homme-là, il aurait forcément choisi une autre femme qu'elle est facilement oubliable, etc. J'ai du mal à la décrire alors que je la connais par cœur et que j'arrête pas de la chanter. Non, en fait, je trouve que c'est vraiment une chanson qui décrit super bien, moi, ma vingtaine, enfin mon début de vingtaine en tout cas, qui décrit bien ma vie, qui décrit bien le rapport que j'ai aux autres dans les relations aussi. J'ai l'impression de me plaindre, hein, mais vraiment, elle décrit vraiment ce que moi je peux ressentir aussi, tu vois, parfois. En mode, de toute manière, ça sert à quoi de tomber amoureuse parce que personne ne veut de nous. Enfin, je dis ça en rigolant, ça peut paraître tragique, mais elle écrit d'une manière tellement franche, tu vois, tellement franche, et elle dit, mais de toute manière, je couchais avec ton pote et tu le sais pas. Enfin, c'est une chanson à la fois marrante et à la fois touchante et à la fois très bien écrite avec tous les gros mots que tu peux dire. Et en fait, pourquoi j'aurais aimé écrire cette chanson-là ? Parce que j'ai presque l'impression de l'avoir écrite tellement elle me parle et tellement j'ai l'impression d'avoir vécu ce qu'elle dit. Cette chanson, elle dure 3 minutes, tu vois, mais je sais pas, ça... Enfin, je me souviens encore très exactement de où j'étais quand j'ai écouté la première fois, de comment j'étais assise, comment je me sentais, ce que j'avais fait la veille, ce que j'ai fait le lendemain. Enfin, je me souviens de tout. Et du fait que j'ai écouté la composition, j'ai écouté les paroles et j'étais en plein dedans en plus. Enfin non, j'étais pas en plein dedans, mais j'étais sur le point d'être en plein dedans. D'être en plein dans ce qu'elle décrit dedans. Enfin, le fait de pas se sentir aimé, de pas voilà, et de le dire de manière très... tu vois, c'est pas littéraire, c'est pas forcément très littéraire, mais elle le dit de manière très franche en fait. Comme moi j'aurais pu le dire en anglais. Ou comme, je sais pas laquelle de mes amis aurait pu le dire en anglais, et je me suis dit, mais c'est la chanson de ma vie, c'est tellement la chanson de ma vie que j'aurais pu l'écrire moi-même, si j'étais bilingue. Et ouais, et juste, encore une fois, il y a cette notion de... On te prend la main et t'es là et t'écoutes et tu sais pas ce qui se passe, en fait. Enfin, il y a très peu de chansons qui m'ont fait cet effet-là, mais vraiment, je me suis dit, ok, il est en train de se passer un truc. Non seulement, je crois que j'ai trouvé ma chanson préférée, et en plus de ça, je sais quoi écouter quand j'irai pas bien par rapport à ça, et surtout, c'était ce que j'ai pu ressentir 1 milliard de fois avant, ce que j'ai pu ressentir 1 milliard de fois après. Et surtout, je me suis dit, ah putain, je suis pas seule. Ouais. Je suis pas seule, il y a une meuf qui me parle là. Il y a une meuf qui me parle et qui me dit exactement ce qui est en train de se passer. Et ça montre vraiment comment est-ce que ça te nique ton amour-propre en fait. Toutes ces histoires-là. On parlait d'amour tout à l'heure, mais dedans, vraiment, t'es plongé dedans dans un truc très concret de ok, il y avait ce mec-là, ça se passe pas bien parce qu'il y a toujours mieux ailleurs et ça me tue mon amour-propre, mais en fait, il le faut pas, mais ouais, mais ok, il le faut pas, mais en même temps, mon amour-propre, il est quand même niqué, donc qu'est-ce que je fais, quoi ? Enfin, voilà. Et ça te déculpabilise et écoutez Cisey, voilà. C'est tout. Et en fait, tout l'album est comme ça. Okay. Tout l'album est comme ça. Je connais l'album par cœur, je connais le titre des pistes par cœur, quelle place ils ont, etc. Mais c'est vraiment genre... Moi, j'avais besoin d'un album comme ça qui te fait entrer dans la vingtaine et qui te montre justement ce que ça fait d'être une meuf noire qui a ses histoires d'amour qui ne marchent pas dans la vingtaine. Et ouais, non, l'album CTRL, c'est tout ça, voilà, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment en mode oh, l'amour c'est génial, et en même temps, mais pourquoi personne ne m'aime? Encore une fois, je dis ça en riant, mais c'est tragique, mais moi je suis tellement décomplexée par rapport à ça que voilà. Mais voilà, est-ce que même j'ai répondu à la question initiale? Ouais, bien sûr, c'est ça que tu aurais voulu avoir écrit. Mais est-ce que tu penses que justement cette forme-là de... bon, tu dis il y a des insultes, etc. Est-ce que c'est... Est-ce que tu penses que c'est la bonne forme de texte pour parler de ça? Une chanson un peu vénère, cathartique
Plutôt que, on a parlé de Bell Hooks, qui parle peut-être un peu de ça aussi, mais de façon plus théorique, etc. Est-ce qu'une chanson bien vénère, c'est aussi une forme efficace pour parler de ce genre de choses? Déjà, ce dont je me rends compte, c'est que entre Supermodel et All About Love, c'est le même thème. Et c'est à peu près le même champ d'analyse, mais que c'est pas du tout la même forme. Et ça, j'avais pas remarqué que ça se rapprochait vraiment. Mais est-ce que c'est la bonne manière? En fait, je pense que quand t'es en plein dedans, que c'est hyper frais, hyper neuf, et que t'as besoin de gueuler sur quelqu'un, ou que t'as besoin de gueuler sur je sais pas quoi, ou d'être vénère, ça c'est la meilleure des formes. Mais que après, être vénère, c'est aussi, pour moi, c'est une émotion comme une autre. Ouais, c'est une émotion comme une autre, mais c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. Donc, en fait, si je devais donner des conseils que personne n'écoutera, quand t'es dans cette situation-là de chagrin ou de besoin d'amour propre, tu commences par écouter la chanson de Cizay. Et ensuite, tu lis plutôt All About Love. Ouais. Ou l'inverse, hein, on sait pas. Ou tu commences All About Love, tu fais une pause, t'écoutes CTRL et voilà, tu reprends. Mais j'ai l'impression que les deux trucs sont très complémentaires. C'est deux formes différentes de réflexion à peu près la même chose. Ouais. Super, on crée des liens, c'est le principe de ce podcast. J'ai vraiment l'impression d'être en thérapie. Non, mais c'est génial. Ça a un effet, ça a plein d'effets, des conseils littéraires, des trucs thérapeutiques. Je suis en train de raconter ma vie. Et j'ai l'impression que l'amour prend beaucoup de place dans ce que je dis, en fait. Alors que j'y pense pas tant que ça. Mais peut-être que c'est le moment... Ouais, mais j'y pense pas tellement et j'en parle pas tellement. En vrai, pour tout dire, moi-même, j'ai écrit un texte gros sur l'amour et j'ai du mal à l'écrire. Alors que je sais que j'ai plein de trucs à dire, autant vénère que plus posé. Mais j'ai toute la trame, j'ai tout mon plan, j'ai tout, mais j'ai vraiment du mal à l'écrire parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très difficile. Très difficile. Et là, ça fait 1 heure que je parle de ça. Et je trouve ça hyper contradictoire, en fait. Parce que j'en parle pas. Et là, j'en parle vraiment. Et je suis censée écrire dessus. Enfin, tu vois, là, j'arrive à en parler. Je suis censée écrire dessus, mais j'ai du mal. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Après, c'est un sujet difficile. Hein. Comme tout le monde, de toute façon, a écrit sur ça depuis la nuit des temps. Oui. C'est un peu difficile aussi de dire un truc neuf, quoi. Ah bah ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Un texte à offrir. Alors, encore une fois, je suis vraiment prosélytisme Bell Hooks. J'aurais dit tout Bell Hooks, mais encore une fois, je vais me retenir. Donc, moi, j'en avais 2 en tête. D'abord, le livre Race de Sarah Mazous, donc, qui est une sociologue et professeure. Donc, le livre Race, en fait, il analyse le mot race et ce que c'est d'être racisé, donc la race sociale, la construction sociale, tout ça. Il est hyper utile parce que là, on est... Enfin, c'est un grand mot. On n'est pas en train de déconstruire la race, mais même si c'est encore inaudible en France, dans une partie de la société française, il y a quand même des conversations qu'on a qui n'auraient jamais eu lieu il y a 10 ans. Notamment sur la pertinence du mot race, sur le racisme systémique, structurel, etc. Et en fait, ce livre, il est super parce que s'il y a quelqu'un qui te fait chier en soirée, ou s'il y a l'un de tes amis qui n'arrive pas trop à comprendre tous ces enjeux et qui te dit encore des oui mais alors qu'il n'est pas forcément concerné, tu offres ce livre et tu gagnes du temps, un temps précieux. Tu gagnes un temps précieux parce qu'il est très... il est très explicatif en fait sur tous les enjeux du racisme, que ce soit aux États-Unis, dans le monde comme en France, et je pense qu'on en a besoin parce que on a tendance à penser que le racisme c'est que aux États-Unis et qu'en France, comme dans les années 20, Joséphine Baker, elle pouvait s'asseoir en terrasse de café à Saint-Germain-des-Prés. En fait, le racisme n'existe plus depuis la nuit des temps, alors que non. Donc, ce livre, il est hyper efficace. Après, voilà, c'est très universitaire et tout, mais c'est efficace.
C'est très efficace. Et dans le même thème, il y a le livre Le Dérangeur du collectif Piment. Et pareil, ça parle de race, ça parle de racisme, ça parle de culture aussi, mais par rapport au racisme encore. Et il est très drôle. En fait, c'est un lexique. Ouais, c'est un lexique avec des définitions, donc race, racisé, intersectionnalité, misogynoire, enfin plein de termes très militants ou alors très théorisés, mais expliqués d'une manière tellement accessible et parfois tellement drôle. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit putain, mais tout le monde devrait le lire. Même mes amis qui sont très de gauche, très déconstruits, mais qui ont encore plein de biais de classe, de race ou de sexisme. Comme le titre l'indique, ça dérange en fait. Ça dérange et je pense qu'il gagne à être vachement lu. Enfin, encore une fois, il est très accessible et moi je trouve qu'on peut pas avoir un impact si on n'est pas accessible en fait. Ouais, si on n'est pas accessible, je vois pas trop à quoi ça sert, sauf à éduquer, entre guillemets, que des personnes qui peuvent le faire et qui peuvent tout comprendre pour le faire. Mais ouais, non, le dérangeur, il est accessible, il est drôle, il pique. Franchement, il pique de ouf. Franchement, enfin, tu vois, il y a des... dans l'une des pages, il y a un bingo. Donc, je crois que c'est le bingo de l'année de gauche, un truc comme ça. Et dedans, il y a plein de trucs, genre je porte des Véjas, j'ai acheté un appartement dans le 18e arrondissement, j'écoute Kerry James, enfin, c'est plein de trucs complètement cons, mais qui sont tellement réels. Donc, ouais, non, j'offrirais ça, je pense, à plein de gens. À plein de gens que je connais et je pense qu'on devrait offrir ça aux gens qui se disent trop déconstruits mais qui finalement sont pas tant déconstruits que ça et Race de Sarah Mazouz aux gens qui soit ne veulent rien entendre, soit sont un petit peu ouverts à la question mais pas forcément, ou soit certes ont conscience que le racisme existe mais pareil ne veulent pas entendre certaines choses. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Alors là, je rigole parce que franchement, j'ai cherché et j'en revenais toujours au même. C'est pas du tout original et c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que, pourquoi ? En fait, j'en parle jamais, mais les gens savent pas à quel point Harry Potter, ça a changé ma vie, je crois. C'est tellement pas original ce que je vais dire, mais bon, on s'en fout. Mais non, mais il y a un monde qui s'est clairement créé, hein, et je porte pas J.K. Rowling dans mon cœur, mais elle a quand même réussi à créer un monde dans lequel il y a des milliards de personnes qui s'y sont réfugiées. Mais dans Harry Potter en général, en fait, dès que je me plonge dedans, j'ai pas envie d'en sortir. Et je sais pas, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de les accompagner. J'ai envie de vivre dedans en fait et de pas forcément en ressortir. C'est pas un monde facile. Je parle comme si le monde existait. C'est pas un monde facile, mais dans le sens où il y a des monstres et des serpents ouais, géants et des grosses araignées. Voilà, et tu peux claquer genre en 30 secondes. Et c'est pour ça que j'ai choisi à l'école des sorciers parce que il est moins violent. Et bon, à la fin, c'est un peu dangereux, mais c'est pas comme dans chaque autre tome où on dit, il y a toujours la phrase l'école est en danger, l'école pourrait fermer parce que en fait il y a je sais pas qui dehors qui a envie de te tuer. Mais non, mais en vrai non, en fait il y a toujours un truc qui se passe quand je me plonge dans l'univers Harry Potter, c'est que je me plonge vraiment dans un univers et il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur. Je suis vraiment dans un truc où j'imagine que moi aussi je peux faire de grandes choses comme ils le font. Bon, il n'y a que des griffons d'or et je n'aime pas les griffons d'or, mais j'imagine que je peux faire... C'est quoi ta maison, si c'est pas indiscret? Moi, je suis serre d'aigle, évidemment. Mes amis disent que je suis serpentard. Je trouve ça insultant, même si je peux comprendre pourquoi. Mais je suis serre d'aigle. Je déteste les griffons d'or, voilà. Parce qu'ils sont trop... ils se la pètent? Ouais, ils se la pètent de ouf. Et c'est bon, enfin, ok. Mais ils se la pètent tellement, en fait. C'est vraiment les gens... Les gens populaires du lycée, enfin, redescendez, enfin, il n'y a pas que vous. Ouais, non, je les aime pas. Je les aime pas. Mais non, je suis serre d'aigle dans mon cœur et serpentard selon mes amis. Mais non, mais en fait, t'as l'impression que tu peux faire plein de choses et tu peux aussi créer ton propre monde dedans.
Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé vivre dedans. Je sais pas, c'est un échappatoire. Et c'est pas parce que c'est un échappatoire que la vie réelle n'existe pas, que les problèmes n'existent pas, bien au contraire. Les problèmes d'Harry, on en soupe à longueur de temps et on l'entend se plaindre et machin, enfin tu vois, les problèmes existent et tout ce que tu veux, mais sans mauvais jeu de mots, il y a, il y a de la magie dedans. En fait, il y a quelque chose de magique qui se passe en moi quand je me plonge dedans. Et voilà, ouais. Bah, ça me fait penser à un truc, parce que justement j'ai amené avec moi... je suis en train de lire ça en fait, je suis en train de lire La volonté de changer de Bell Hooks, parce que en fait ça avait été choisi dans un épisode précédent par Émilie Noteris. Et voilà, juste ça m'a donné trop envie de le lire, donc j'étais en train de lire ça. Ouais. Et attends, il faut que je retrouve ce passage, mais il y a un moment ça m'a un peu surpris, parce que justement elle parle de Harry Potter. J'ai pas encore lu celui-là. Et disons, ça m'a un peu surpris qu'elle prenne cet exemple-là, mais enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Après, c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, je crois que ça a été publié au moment où Harry Potter c'était trop, c'était vraiment le truc qui se passait dans la culture populaire et tout, donc peut-être que c'est juste parce que c'était le truc le plus populaire à l'époque. Mais attends, je te lis juste ce qu'elle dit sur Harry Potter. Alors, attends, je commence où ? Bon, je saute peut-être un peu certaines phrases, mais l'assaut impitoyable du patriarcat contre l'estime de soi des garçons adolescents est aujourd'hui une chose normale et acceptée. Donc je saute un petit peu. Une bonne partie des contenus destinés aux jeunes consommateurs masculins dans les médias de masse est créée par des hommes adultes qui se détestent, qui ont étouffé leurs sentiments et qui n'ont rien d'autre à partager avec les jeunes hommes que la pornographie de la violence. À cette fin, ils créent des images qui font du meurtre une chose attrayante et de l'exploitation sexuelle des femmes une séduisante récompense. En réponse aux critiques féministes, antiracistes et postcoloniales concernant le patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, il existe une réaction féroce qui vise à réinculquer le patriarcat. Alors je saute encore un petit peu. Ce sont des hommes adultes blancs et riches qui ont lu pour la première fois les livres Harry Potter dans ce pays, donc les États-Unis, et en sont tombés amoureux. Bien qu'ils aient été écrits par une femme britannique décrite au départ par les riches américains blancs qui l'ont découverte comme une mère célibataire issue de la classe ouvrière, les opus de la série Harry Potter de J.K. Rowling correspondent à un remaniement moderne du roman anglais centré sur la figure de l'écolier, donc schoolboy novel. Harry, notre héros des temps modernes, est un petit génie blanc, très intelligent, béni et doué, c'est-à-dire un mini-patriarche qui domine d'autres enfants tout aussi intelligents, y compris une fille, et à l'occasion un garçon de couleur. Mais ces livres glorifient aussi la guerre, décrite comme le fait de tuer au nom du bien. Les films Harry Potter glorifient l'usage de la violence lorsqu'il s'agit de maintenir un contrôle sur les autres. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, la violence est jugée positive lorsqu'elle est utilisée par des groupes sociaux dont on peut l'accepter. Le sexisme et la pensée raciste dans les livres Harry Potter font rarement l'objet de critiques. Si l'auteur avait été un homme blanc de la classe dirigeante, les penseuses et penseurs féministes auraient peut-être contesté plus activement l'impérialisme, le racisme et le sexisme dans les livres de Rowling. Bah ça commence un peu à changer. Ouais. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ça commence un peu à changer. Bon, J.K. Rowling est tant de... Elle est cancelled. C'est où on parle. Bon, J.K. Rowling, je vais pas revenir là-dessus, mais on sait, et elle me fait souffler d'une manière. Mais non, ça c'est en train de changer. Par exemple, dans la représentation raciste dans Harry Potter, le personnage de Cho Chang, qui porte un prénom coréen mais qui est censé être chinoise, et elle est là pourquoi pour être le faire-valoir d'abord de Cédric et ensuite d'Harry. Et ça par contre c'est dit, c'est de plus en plus dit, tu vois. Et pareil, moi il y a souvent des blagues que je vois, mais ça c'est quand les films sont diffusés. C'est que ça aurait pas dû s'appeler Harry Potter et machin, mais plutôt Hermione Granger et machin. Ou alors Minerva McGonagall et machin. Parce qu'en fait, si Hermione n'existait pas... Vraiment, il meurt au bout de seconde. De 30 secondes, en fait. Mais les deux, Harry comme Ron, il n'y a pas d'heure, en fait, si Hermione, elle n'existe pas. Mais c'est hyper intéressant quand elle dit que si J.K. Rowling était un homme blanc, peut-être que les critiques seraient venues beaucoup plus rapidement. Et ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord parce que je vais m'embarquer dans un truc. Parce que on peut pas toucher à une femme blanche puissante. En tout cas, c'est très mal vu. Parce que pour une fois qu'on a une femme qui est puissante, pourquoi est-ce qu'on devrait la critiquer ? Bon, là, forcément, J.K. Rowling, c'est beaucoup trop ce qu'elle a fait. C'est beaucoup trop grave ce qu'elle a pu dire.
Voilà, donc maintenant, on peut le dire, mais je remarque honnêtement que c'est que maintenant qu'elle est considérée comme cancelled, que les critiques sur Harry Potter ont pu émettre, en tout cas dans un champ beaucoup plus populaire. Avant, c'était pas le cas parce que je pense que personne n'osait le faire. Parce que, en tout cas dans les champs féministes, déjà au nom de la sororité, parce que pourquoi est-ce qu'on irait écorcher une femme qui a réussi de classe moyenne, etc. Mais aussi peut-être parce que... je pense que c'est pas anodin que ce soit Bell Hooks qui est une femme noire qui le dise, en fait. Je suis pas sûre que... je sais plus de quelle année date la volonté de changer. Je crois que c'était... Attends, je vérifie puisque j'ai juste là. C'était alors 2004, 2021 pour la version française, ouais, mais 2004. Sorti, Putain, on était en plein dedans, hein. On était en plein de Harry Potter, ouais. Mais ouais, non, je trouve pas ça anodin que ce soit une femme noire qui le dise non plus. Parce qu'il y a aussi cette histoire de sororité, mais sororité pour qui en fait? Sororité pour les femmes blanches et par les femmes blanches, souvent très puissantes. Avec qui ont des intérêts communs, une solidarité de classe, une solidarité de race. Et ouais, pourquoi personne n'a critiqué J.K. Rowling comme elle le fait avant? Pourquoi est-ce que même moi, je suis pas experte de Bell Hooks, loin de là. C'est juste, j'ai lu plusieurs de ses bouquins, La volonté de changer, j'ai pas encore commencé. Mais tu vois, cette critique-là, j'avais pas du tout eu accès avant, j'en avais aucune connaissance avant. Et ça me paraît tellement évident, en fait, ce qu'elle dit. On peut penser que Bell Hooks c'est mon gourou, mais je n'ai pas de gourou. Promis, je n'ai pas de gourou. Mais ouais, je comprends pas pourquoi personne ne l'a dit avant. Peut-être que je me trompe, hein, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu une critique pareille avant? Pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre que J.K. Rowling admette, et non encore elle l'admet pas, mais que J.K. Rowling dise 150 horreurs transphobes pour qu'on puisse critiquer Harry Potter? Tu vois? Les œuvres parfaites, ça n'existe pas, loin de là. Et tu vois, Harry Potter, c'est très blanc, c'est très blanc et ça valorise un mec qui est relou, mais d'une manière. Et en plus, ouais, c'est un héritier, du coup. Il a énormément de thunes, il est très connu. Ouais, voilà. C'est un héritier, il est connu, il est chiant, il parle mal. Il est relou, Harry, en fait. J'aurais préféré que ce soit Ron, le héros, vraiment. Ou Hermione, tout simplement. C'est un monde magnifique et tout, mais ça reste le monde dans lequel on vit. Ouais. C'est qui le héros? C'est l'héritier. Ouais. C'est qui la meuf la personne qui fait tout, qui devrait récolter tous les lauriers? C'est une meuf, mais elle le fait pas. Elle travaille derrière encore et encore. Tu vois la charge, tu vois le travail domestique, la charge mentale quand dans le 7e ils partent pour chercher tous les Horcruxes. Tu vois que c'est Hermione qui fait tout et que eux, ils sont en train de se tourner les pouces. Et voir, ils sont en train de s'engueuler, de vraiment ralentir tout le monde. Ouais, voilà, et c'est elle qui temporise. Le travail domestique, c'est elle. Hein. On le voit très bien. Mais c'est pas montré comme un problème. Il y a ça, il y a Cho Chang, j'en ai parlé. Il n'y a pas de racisé dans Harry Potter, même s'il y a certains personnages qui ne sont pas forcément décrits. On imagine... Ouais, il y avait ce truc à une époque où J.K. Rowling, elle faisait des tweets en mode... il y a un personnage juif dans Harry Potter, il s'appelle Daniel Silverberg, il est en serre d'aigle, il est en arrière-plan à un moment. Mais tu vois, c'est marrant de faire ça, mais pourquoi tu l'as pas fait à l'époque? En fait, il faut juste assumer que t'as imaginé Harry Potter dans un monde de blancs, fait par les blancs, pour les blancs. Tu as créé tes personnages comme ça, assume, c'est pas grave. Si c'est grave, mais juste... c'est la vie en fait, il n'y a pas à devoir imaginer tel ou tel truc sur telle ou telle personne, alors que les livres, ça y est, ça fait 100 ans qu'ils sont sortis, on les connaît par cœur, les films pareil, on les connaît par cœur. On va pas nous dire que, je sais plus dans quelle scène, en fait, là il y avait une personne qui était noire et qui était gay en plus, mais vous ne l'avez pas vue, mais elle a été complètement... elle a été déterminante pour le suivi de l'intrigue. Tu vois, ça sert à rien. Après, c'est peut-être un peu relou quand c'est J.K. Rowling qui fait ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Harry Potter aussi, ça a donné naissance à plein de fanfictions, et donc c'est peut-être possible de se réapproprier cet univers
Mais bien sûr que c'est possible de se réapproprier cet univers-là en soi. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'il y a tellement d'imaginaire qui a été créé autour de ça. Enfin, il y a un truc qui a été créé. Il y a tellement un truc qui a été créé que même nous, on peut se le réapproprier. En soi, on peut se réapproprier tout et n'importe quoi dans la vie. Mais Harry Potter, c'est vraiment le truc, je pense, le plus facile à se réapproprier parce que tout est possible dedans, en fait. Et pour finir, ta carte blanche. Alors, ça, je l'ai trouvé tout à l'heure. Ma carte blanche est encore un discours, mais c'est un court discours. C'est le discours de Michaela Coel quand elle a reçu un Emmy Awards pour sa série I May Destroy You. Donc Michaela Coel, c'est une créatrice de séries, elle est scénariste, réalisatrice, actrice, et elle a créé I May Destroy You, où justement elle parle du viol qu'elle a subi et de comment est-ce qu'elle a fait pour se reconstruire derrière. Elle décrit vraiment toutes les étapes dans lesquelles elle est passée. À sa sauce, donc parfois c'est très barré parce que c'est elle, mais c'est aussi c'est très juste en fait, parce qu'on voit bien que c'est sa manière à elle d'avoir vécu son traumatisme et d'être passée au-dessus, si elle est passée au-dessus d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, bref, donc elle fait cette série acclamée par la critique. Michaela, elle est pas elle est pas nommée, enfin, elle a eu très peu de nominations, que ce soit aux Emmy Awards, aux Golden Globes, etc. Alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, cette série est un chef-d'œuvre, et bon, bref. Et elle reçoit le prix de, je sais plus quoi, je te retrouve ça, ouais, le prix du meilleur scénario. Pour une mini-série, sachant qu'elle a trimé pour pouvoir faire en sorte que cette série soit produite. Et donc elle reçoit son prix et en fait elle dit, je vais peut-être le lire. Ouais, je vais le lire. Bon, en français du coup. Dans un monde qui nous incite à parcourir la vie des autres pour nous aider à mieux déterminer ce que nous ressentons pour nous-mêmes et à ressentir à son tour le besoin d'être constamment visible, car de nos jours la visibilité semble en quelque sorte être synonyme de succès. N'ayez pas peur de disparaître d'elle, de nous, pendant un moment, et voyez ce qui vous vient dans le silence. Et donc, déjà, moi j'étais émue par le fait qu'elle ait reçu un prix pour cette série. J'étais émue parce que c'est une créatrice noire et qu'il n'y en a pas énormément. J'étais émue aussi par ce qu'elle a dit. Parce que, étant quelqu'un Enfin, mon métier c'est d'écrire. Hein. Enfin, moi je suis journaliste. Mais à côté aussi j'écris d'autres choses. Donc mon métier c'est d'écrire. Et en fait, ce que je lis, moi, dans ce discours, c'est que parfois, il n'y a pas besoin de devoir chercher ailleurs pour trouver ce que l'on peut créer, mais qu'il suffit juste de prendre un temps entre soi-même et soi-même, en fait. Que c'est pas forcément nécessaire d'aller regarder ce qui se passe chez les autres pour pouvoir pondre quelque chose, surtout quelque chose d'aussi intime, et qu'en fait, on a toutes et tous la force de pouvoir le faire, de pouvoir créer quelque chose qui émane de nous et de nous seuls. Et que, ouais, parfois, le silence, ça fait pas de mal, quoi. Que le silence, ça fait pas de mal, même si c'est douloureux de rester silencieux et de rester qu'avec soi, ça peut être très douloureux. Bah, parfois, ça fonctionne, en fait. Et que, en plus de ça, dans un métier créatif, qui est d'écrire, je sais pas, des bouquins, ou même en tant que journaliste indépendante, tu vois, je dois tout le temps me renouveler, enfin trouver des nouvelles idées de sujets et tout, ce qui est usant, ce qui est pas simple. Enfin, moi, ça fait 2 ans et demi là que je travaille et j'ai l'impression d'être déjà essorée, d'avoir donné tout ce que je pouvais donner en matière de créativité, dans le sens trouver de nouvelles idées et tout. Mais que c'est pas grave en fait de pas en avoir. C'est pas grave de pas en avoir, c'est pas grave de faire une pause et pour mieux revenir après ou pour ne pas revenir du tout en soi. Après, c'est ouais, c'est pas grave en fait, c'est pas grave de prendre le temps. Et je pense que dans nos métiers qui sont ouais où le succès compte ou le nombre de followers compte ou tout ce que tu veux, ça fait pas de mal d'avoir ce petit rappel là en fait, de se faire ce petit rappel là. Et ça fait pas de mal d'être mal à l'aise aussi. Ouais, d'être mal à l'aise dans notre rapport à la création et dans notre rapport à soi quand on veut créer justement. Et quand on doit, entre guillemets, créer. Et elle, dans son livre, je sais plus comment elle s'appelle, mais ce sont ses mémoires, elle le dit très clairement, qu'elle est passée par des étapes de sa vie qui sont inimaginables, où elle prenait
1 milliard de drogue où ça allait pas, où elle était incapable de faire quoi que ce soit. Là, pour cette série, elle avait proposé à Netflix, mais contre un énorme chèque. Mais en fait, Netflix lui a fait comprendre qu'elle ne serait pas du tout propriétaire de sa série si elle la vendait, si elle leur vendait. Donc elle est partie ailleurs, avec un plus petit chèque. Et finalement, elle a créé ce qu'elle voulait vraiment, elle, créer. Elle a dérangé, parce que cette série, elle dérange vachement aussi, mais dans nos propres comportements à nous. Hein. Ouais, non, elle a pris le temps, en fait. Et elle a pas hésité à être mal à l'aise avec elle-même et à prendre le temps de comprendre pourquoi elle était mal à l'aise avec elle-même. Et ça a donné cette série. Et ça a donné ce discours-là. Voilà, c'est tout con, hein, mais c'est un discours qui a duré 1 minute, même pas. Mais je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai... Pouf. Ouais, ça m'a frappée. Et t'arrives à rester silencieuse ou à faire la paix avec ton malaise dans notre société? J'y travaille, hein. J'y travaille. Putain, on dirait que je suis coach en développement personnel. J'ai l'air très agaçante. Non, mais j'y travaille en soi, mais ça veut pas forcément dire que je vais y arriver un jour. Non, mais parce que justement, tu dis le développement personnel, mais le développement personnel, je pense que ça participe au contraire de ce truc de dire, il faut... Enfin, justement, ça fait partie de ces injonctions-là contre lesquelles... Attends, j'essaie de structurer ma phrase. Justement, le développement personnel, c'est un peu le culte du bien-être, ouais. Et voilà, et faire la paix avec son malaise et avec le silence. Et ouais. Voilà, je pense que justement, ça va un peu contre aussi ces injonctions-là, justement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, moi, le seul truc qui me gêne dans le développement personnel, c'est que... Non pas que absolument tout doit être politisé dans notre vie, sinon, en fait, on ne dort pas. Mais c'est très dépolitisé le développement personnel. C'est sûr. En fait. Et c'est pour ça que Lux, c'est pas du développement personnel. Ouais, voilà. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je pense aussi que le discours de Michaela Coel, c'est pas non plus du développement personnel, c'est plutôt en mode... n'hésitez pas à être mal à l'aise avec vous-même parce que de toute manière, les gens sont déjà mal à l'aise. Si t'as un truc à apporter comme le sien, comme sa série... Putain, c'est clair que t'as plein de gens qui sauront pas où se mettre. Et tu vois, dans sa série, par exemple, le personnage principal, donc elle-même aussi, parfois, elle est malaisante et t'as envie de la secouer et elle est agaçante, parfois, tu vois. Ce qui montre que... Ouais, il n'y a pas à enfouir toutes les fois où t'as été malaisante, où t'as été problématique, où t'as été relou. Au contraire, c'est bien de le montrer aussi, c'est bien de réfléchir à ça aussi et de l'analyser et pas forcément de dire là j'étais problématique et oups, je l'enfuis et je le mets sous le tapis, ou juste de pas du tout y penser, tu vois. Et c'est bien aussi de coucher ça quelque part. Ouais. Comme elle l'a fait dans sa série ou comme elle a raconté son processus de création dans ce discours. Hein. Ouais. Ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Christelle Murula est journaliste indépendante. Certains de ses articles sont regroupés sur son site christellemurula.fr. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, de lire ce qu'elle a déjà écrit et de suivre ce qu'elle écrira encore. Dis mamie, ça fait mal de vieillir de Clara Robert Motta est paru dans le 3e numéro de Women Who Do Stuff en 2021. Cuisine et indépendance, avec le 1 entre parenthèses, donc c'est peut-être dépendance, c'est peut-être indépendance. Ce texte de Qui est Miss est paru dans le 2e numéro de La Déferlante en 2021. All About Love, New Visions est un livre de Bell Hooks paru en 2000 chez Harper. J'ai également lu un passage de La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de la même autrice, Bell Hooks, originellement publié en 2003 chez Simon & Schuster et paru en 2021 aux éditions Divergence dans une traduction d'Alex Taillard. Supermodel de Cizé a été écrit et composé par Carter Lang, Punch, The Antidote, Greg Lanfer, Pharrell Williams et Cizé. La chanson est extraite de l'album CTRL, paru en 2017 dans le label Top Dog Entertainment et RCA Records.
Race de Sarah Mazouz est paru chez Anamosa en 2020. Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation du collectif Piment est paru en 2020 chez Hors d'Atteinte. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, originellement paru en 1997, a été publié l'année suivante dans une traduction de Jean-François Ménard chez Gallimard Jeunesse. Les discours de Patrice Lumumba et Michaela Coel sont bien sûr disponibles en ligne. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et habillé par une musique de John H. Lovekind. Merci de l'avoir écouté, parlez-en autour de vous, lisez des textes et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.